Bonjour, ici Mathias Turcotte et bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui, nous parlerons d'Elisabeth Manta, la première arbitre à avoir arbitré un match intra-équipe du Canadien de Montréal avec notre journaliste Pierre-Olivier Deschênes. Nous parlerons également de l'essor du soccer dans la province de Québec avec Étienne Casassu, de la dure réalité des pilotes québécois aux États-Unis avec Tristan Côté, de la haute hausse en popularité du basketball dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec Alexandre Gagnon. Mais tout d'abord, avant toute chose, je suis présentement avec Mathis Sarouche qui va nous parler du nouveau stade de soccer intérieur à Saguenay. Bonjour Mathis. Bonjour Mathias. Donc tout d'abord Mathis, depuis combien de temps parle-t-on de l'ouverture d'un stade de soccer à Saguenay? Donc, M. Pépin-Larocque, celui dont j'ai passé en entrevue, m'a affirmé qu'il travaillait à l'ouverture de ce stade depuis 2018, mais qu'il avait cette idée depuis fort longtemps. Et quels sont les avantages d'une telle infrastructure pour la région? Encore une fois, selon M. Pépin-Larocque, le nouveau stade de soccer intérieur à Saguenay procure et procurera beaucoup d'avantages à notre région. Par exemple, avant l'ouverture de ce stade, les endroits où les jeunes pratiquaient et jouaient n'étaient pas très adéquats, surtout pour ceux qui jouaient dans un niveau plus compétitif, puisqu'ils pratiquaient en gymnase et allaient jouer leurs matchs dans des stades de soccer intérieur. Donc, une bonne nouvelle pour ceux qui jouent dans un plus haut calibre, puisque ça leur permettra de pratiquer dans les mêmes infrastructures que leurs adversaires. Et justement, la construction de ce stade a-t-il un impact direct sur le club de soccer Le Venturi? Oui, il y a eu un impact flagrant. L'an passé, à pareille date, il y avait 300 inscriptions et cet hiver, il y a plus de 500 inscriptions. En se basant sur des clubs de soccer à Québec, M. Pépin-Larocque croit même qu'il y aura une augmentation d'inscriptions pour cet été, en prenant par exemple des clubs de soccer à Québec qui ont une hausse d'inscriptions après la construction d'un stade. Et d'ailleurs, M. Pépin-Larocque a-t-il glissé un mot sur les objectifs de son équipe cette saison? Oui, il m'a parlé d'objectifs précis sur une augmentation d'inscriptions à la deuxième année de l'ouverture du stade. Par contre, son objectif premier est d'accueillir un tournoi régional ou provincial à l'an 3 de l'ouverture du stade. Des objectifs qui, selon M. Pépin-Larocque, sont très atteignables. Et autre le club de Venturi, qui profite de ce stade? Surtout les jeunes qui pratiquent le soccer en région. M. Pépin-Larocque va être un pilier pour le développement de ces jeunes athlètes. Il veut que les équipes de haut calibre soient encore plus compétitives face à des grosses régions. Pardonnez-moi. Par contre, il tient à préciser que le nouveau stade servira pas seulement pour ceux qui jouent dans un plus haut calibre, mais aussi pour ceux qui sont là seulement pour s'amuser. Parfait, merci beaucoup Mathis. Nous recevons maintenant Alexandre Gagnon qui va venir nous parler de la hausse en popularité du basketball dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour Alexandre. Bonjour Mathias. Donc tout d'abord Alexandre, allons-nous voir des gens d'ici dans la National Basketball League, la NBA, plus tard? Écoute Mathias, il y a des très bonnes chances qu'on voit des gens de la région se rendre jusqu'à la NBA plus tard. Premièrement parce que il y a de plus en plus de joueurs qui jouent au basketball, donc par la bande, ça oblige nécessairement à ce qu'il y ait plus de gens qui se rendent jusqu'à la NBA. Puis on a déjà vu des joueurs qui sont passés dans la région qui jouent dans la NBA actuellement. On pourrait penser à Chris Boucher, par exemple, qui joue pour les Raptors de Toronto. Et dans quelle région la hausse en popularité est-elle le plus présente au Québec? Personnellement, j'ai interrogé M. Simon Leblanc de l'Académie d'Alma, le cofondateur de l'Académie d'Alma, et Mme Karen Meroz, qui est technicienne en loisirs au Cégep de Saint-Félicien. Donc, je te dirais que, personnellement, j'ai observé surtout la hausse au Lac-Saint-Jean, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et en quoi l'essor du basketball est-elle favorable? C'est favorable sur le terrain puis sur les gradins. En fait, ça va être favorable sur le terrain parce que pour les joueurs qui jouent au basket, ça va être favorable parce qu'il va y avoir de plus en plus d'équipes à jouer pour jouer contre et pour jouer pour. Et dans les gradins, ça va être rentable parce qu'il va y avoir de plus en plus d'équipes professionnelles, d'équipes de haut niveau qui vont jouer. Et depuis quand peut-on observer cette hausse? Cette hausse est observable depuis 2019. On pourrait penser que c'est depuis la victoire des Raptors de Toronto en finale, finale de la finale de la NBA. Mais ça aussi, depuis le début de la pandémie, je te dirais que ça a forcé les jeunes à aller dehors et à faire du sport. Et quels sont les plus gros obstacles à l'essor du basketball? Les plus gros obstacles à l'essor du basketball, ce serait probablement la pénurie de main-d'œuvre parce qu'on a beaucoup de joueurs, mais on n'a pas assez d'entraîneurs pour entretenir ces joueurs-là, pour les encadrer, pour être sûr et certain que ces joueurs-là atteignent leur plein potentiel. Parfait. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Mathias. Nous recevons maintenant Tristan Côté qui va venir nous parler de la dure réalité des pilotes québécois aux États-Unis. Bonjour Tristan. Bonjour Mathias. Donc tout d'abord Tristan, pourquoi c'est si difficile pour les pilotes québécois aux États-Unis?
Ce qui fait que la réalité des pilotes québécois aux États-Unis est aussi difficile. C'est un manque de financement, des budgets serrés, des difficultés à trouver des partenaires et la liste est encore assez longue. Et d'ailleurs, combien coûte une fin de semaine de course dans l'une des plus grandes divisions de NASCAR, comme la Xfinity? Une fin de semaine de course coûte généralement de 125 000 à 135 000 Présentement, il y a un pilote québécois en NASCAR aux États-Unis, c'est Alex Abbé, pilote avec l'équipe DGM Racing, équipe québécoise qui n'a qu'un très petit budget et qui performe relativement bien malgré les embûches auxquelles ils font face. Et pourquoi une équipe de NASCAR américaine déciderait de prendre un pilote québécois? Ce qui peut les convaincre, c'est qu'il y a une retombée à quelque part qui est capable de payer toutes les dépenses. Un autre élément qui peut les convaincre, c'est d'apporter des commanditaires et d'avoir beaucoup de commanditaires. Par exemple, Andrew Ranger, avec qui je me suis entretenu, avait un budget tout juste suffisant pour courir dans le championnat NASCAR Can-Am, alors qu'il était soutenu financièrement par Waste Management, qui a malheureusement dû fermer ses portes quelques années après, et le laissant sans aucun soutien financier, le forçant à revenir courir au Canada, tout comme Raphaël Lessard récemment. Et d'ailleurs, en parlant de Raphaël Lessard, qu'est-ce qui l'a poussé à revenir courir au Canada? Dans le championnat de camionnette, il devait y aller course par course, alors qu'il n'y avait aucune garantie de participer à la prochaine course, devant toujours trouver suffisamment de commanditaires et de soutien financier pour y participer. Éventuellement, son budget a eu raison de lui, alors qu'il était trop serré dans celui-ci et avait un certain manque de financement. Et quelle autre raison pourrait pousser les pilotes à ne revenir courir au Canada? C'est simple, ça coûte beaucoup moins cher ici, donc les pilotes n'ont pas tellement à se casser la tête pour trouver du financement, ce qui amène un énorme sentiment de sécurité aux pilotes, donc une belle tranquillité d'esprit et enlève une certaine pression sur les épaules, alors que tout le contraire se produit aux États-Unis. Merci beaucoup, Tristan. Nous sommes présentement avec Étienne Casassu qui va nous parler de l'essor du soccer dans la province de Québec. Bonjour Étienne. Bonjour Mathias. Donc tout d'abord, Étienne, est-ce que le soccer est vraiment en augmentation, en popularité au Québec? Complètement oui. C'est William Girard, coach de l'équipe de soccer des Gaillards de Jonquière, qui nous souligne que le nombre d'adhérents de soccer au Québec ne cesse d'augmenter ces dernières années et on compte aujourd'hui plus de 200 000 adhérents, un record dans la province du Québec. Et quels sont les facteurs qui influent cette augmentation? Alors, il y en a plusieurs, mais premièrement, la qualification du Canada à la Coupe du Monde fait partie du plus gros facteur, car ceci va motiver les plus jeunes à regarder les matchs, à aller jouer au terrain ou même s'inscrire au soccer directement. On a aussi la bonne saison du CF Montréal qui contribue de la même manière à la popularité du soccer au Québec et aussi un aspect plus utilitaire avec le fait que le soccer soit un sport assez simple à pratiquer. On n'a pas besoin de gros équipements, un simple ballon peut suffire. Et quelle tranche d'âge touche particulièrement cette hausse? Alors William Girard m'a révélé que c'est les plus jeunes qui sont touchés par cette hausse de popularité, que ce soit les nouvelles générations de joueurs pro très prometteurs qu'on voit en ce moment avec l'équipe du Canada, ou encore les jeunes licenciés qui affluent dans les clubs de plus en plus. Et éventuellement, pourrait-on voir une équipe canadienne rivaliser, voire même battre une équipe de soccer européenne? Alors, à l'instant même, je ne pense pas, mais dans un futur assez proche, je pense que c'est très probable car les équipes canadiennes qui jouent en MLS bossent très bien. Peut-être pas rivaliser avec des cadres européens, mais des ligues un peu plus secondaires comme la Ligue 1, je pense que c'est tout à fait possible. Et un jour même, est-ce que le soccer pourrait devenir plus populaire que le hockey au Québec? Alors le hockey restera le sport numéro 1 car c'est un sport ancré dans la culture au Québec, mais malgré tout, il faut notifier que le soccer compte plus d'adhérents que le hockey aujourd'hui. Merci beaucoup, Étienne. Merci à toi. Nous recevons Pierre-Olivier Deschênes qui va nous parler d'Elisabeth Manta, la première arbitre à avoir arbitré un match intra-équipe du Canadien de Montréal. Donc, bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Mathias. Donc, tout d'abord, pourquoi cet événement est si important? Bien, comme tu l'as dit, c'est la première arbitre féminine à arbitrer un match intra-équipe d'une équipe de la Ligue nationale qui est les Canadiens. Donc, vraiment, c'est la première à arbitrer avec des joueurs de la Ligue nationale. Donc, c'est elle qui se rapproche le plus d'arbitrer un vrai match de la Ligue nationale. Et aussi, le fait qu'elle soit québécoise et puis qu'elle a arbitré un match des Canadiens, pour elle, c'est une grande fierté. Donc, c'est bien pour l'arbitrage féminin, mais aussi pour l'arbitrage québécois. Et quels sont les autres accomplissements d'Elisabeth Manta? Bien, premièrement, c'est la première femme à avoir arbitré un match de la Ligue junior majeure du Québec. Donc, déjà là, c'est un grand exploit. Ensuite de ça, elle fait partie de groupe de 10 arbitres féminines qui arbitrent dans la Ligue américaine de hockey. Et aussi, elle a arbitré à Pékin. Donc, 3 gros accomplissements.
Et justement, le fait qu'elle soit une femme, est-ce que ça a eu un impact important sur sa carrière? Bien, c'est sûr que ça a beaucoup joué sur le fait qu'elle était plus connue. C'est pour ça qu'elle a plusieurs entrevues qu'elle est connue. Mais aussi, il y a elle dit qu'elle est bien contente d'être dans notre époque, dans notre ère, parce qu'on est plus enclin à accepter les femmes dans des domaines plus connus comme masculins, comme le hockey. Mais elle dit que ça n'a pas vraiment affecté en tant que tel sa carrière à elle particulièrement, parce qu'elle dit qu'elle n'a pas monté à cause que c'était une femme, mais plutôt à cause de ses performances. Et présentement, est-ce que l'arbitrage est son métier à temps plein? Non, c'est pas son métier à temps plein parce que ça ne donne pas assez de revenus. Donc, elle a un métier qu'elle fait à tous les jours, mais elle est très contente que son métier lui permet de vraiment pouvoir continuer à être arbitre parce que c'est un métier qui a beaucoup d'heures variables. Puis ses patrons, il comprend qu'elle arbitre aussi, donc elle peut continuer de faire sa passion qui est l'arbitrage. Et finalement, où se voit-elle dans le futur? Dans le futur, elle espère pouvoir arbitrer dans la Ligue nationale de hockey. Elle dit qu'elle voit dans le futur les femmes être dans la Ligue nationale de hockey. Elle dit que ça va être des années plus tard, puis elle va tout faire pour être une de ceux-là. Donc, elle est confiante d'être dans la Ligue nationale et faire sa passion. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Merci à nos 5 journalistes, Mathis Larouche, Alexandre Gagnon, Pierre-Olivier Deschênes, Étienne Casassu et finalement Tristan Côté. Mais surtout, un grand merci à vous, chers téléspectateurs, qui êtes restés accrochés à vos écrans tout au long de l'émission et passez une belle fin de journée.